Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de juillet qui a été fantastique. On commence tout de suite avec la jeunesse. D'abord, Le col aux 1000 larmes de Xavier Laurent Petit. Une jeune ouzbèque perd son père dans un tragique accident de camion où une avalanche l'emporte. À la suite de cet événement, elle développe des rêves envahissants qui suggèrent que son père ne serait pas mort. Malgré la douleur du deuil, la vie doit continuer. La jeune ouzbèque va passer du temps avec sa maman, avec son grand-père, et nous allons en apprendre un peu plus sur les secrets du village. C'est une lecture qui m'a énormément plu, à la fois par l'ambiance très hivernale, j'entendais presque les pas dans la neige, et par la représentation de l'Ouzbékistan, qui est un pays dont je ne connais aucun auteur, aucune œuvre. Donc si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ensuite, le Yark, un conte de Bertrand Santini, illustré par Laurent Gapaillard. Et quelles illustrations, messieurs, mesdames! Ces illustrations sont l'unique raison pour laquelle j'ai acheté ce livre. Enfin, unique. Non, parce que lorsque j'ai feuilleté les premières pages et que j'ai compris que cette histoire parlait d'un ogre qui mangeait des enfants, mais uniquement des enfants qui se comportent correctement, j'ai été conquise. Pourquoi donc cet ogre ne mange que les bons enfants? Parce que les méchants lui donnent des maux d'estomac. Malheureusement pour lui, dans l'époque à laquelle il évolue, les enfants sont de moins en moins sages. Il est donc très difficile de trouver de quoi se nourrir. Il va jusqu'à pénétrer dans la maison du Père Noël déguisé en ours pour trouver sa liste et trouver donc son prochain repas. Malheureusement pour lui, une petite blague lui est jouée, un coup du destin, qui va le rendre très malade et le faire rencontrer la jeune Madeleine. Cette jeune fille, très isolée mais absolument adorable, va lui apprendre la beauté de l'amitié et la capacité de l'amour à provoquer un changement positif chez les gens. C'était un conte absolument merveilleux que je ne peux que recommander. Si vous avez d'autres contes avec des illustrations aussi qualitatives, regardez-moi ça, que celle-ci, n'hésitez pas à me les recommander. J'adore les romans jeunesse. J'adore les romans jeunesse illustrés. Je vais vous présenter les livres que j'ai le moins aimés jusqu'à ceux que j'ai adorés, et il y en a. J'ai eu de réels coups de cœur ce mois-ci. Donc commençons et soyons rapides pour les livres qui m'ont plu, mais sans plus. D'abord, dans ces 10 livres qui ont marqué ma vie, Angélique de Miroir d'encre nous propose la lecture de Jean Van Huysum de Louise Collet, un livre qu'elle a édité lorsqu'elle était en études. J'ai tout de suite été sur SoundCloud pour l'écouter, et vous l'avez en barre d'infos. La lecture a été très agréable parce que la qualité du travail éditorial est magnifique. On est en immersion dans cet Amsterdam du 19e siècle avec cet artiste qui est complètement dévoré par son art, dévoré et dévoué à son art. Il développe des techniques pour réussir à rendre la nature plus vraie que vraie sur une peinture. Malheureusement, son succès, qui va le sortir de l'indigence, va le transformer en machine qui se nourrit de gloire. Et ce sentiment négatif, égoïste, narcissique, le nourrit tellement que tout autour de lui perd de son importance. Famille, amis, amour, rien de tout cela ne l'intéresse si ce n'est son art. Vol de nuit de Saint-Exupéry. Il faut savoir que je ne suis pas une grande fan de Saint-Exupéry, je n'aime pas particulièrement Le Petit Prince, je ne comprends pas trop la hype autour de ce livre. Et ici, pour Vol de nuit, j'ai trouvé que le texte était intéressant, mais ça ne m'a pas provoqué de grandes réflexions métaphysiques sur la vie comme peut le faire un Camus, ou Victor Hugo, ou Alexandre Dumas. Ici, on suit l'histoire de l'Aéropostale. L'Aéropostale, c'est l'ancêtre d'Air France qui a permis d'ouvrir des lignes entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Ensuite, ça s'est développé. L'idée ici, dans Vol de nuit, c'est d'ouvrir des lignes la nuit pour que le courrier puisse aller plus vite en Europe. Mais, comme vous pouvez vous l'imaginer, on est dans les débuts de l'aviation. Les gars sont complètement fous. Ils naviguent presque à vue, il y a très peu de radars, très peu de lumière. Quand les conditions météo changent,
Malheureusement, on perd des hommes, et c'est cette histoire, c'est l'histoire d'un destin tragique, mais qui est quand même une pierre à l'édifice de l'aéropostale que le grand directeur Rivière place au-dessus de la vie de ses pilotes. Évidemment, c'est discutable, évidemment, il y a plein de choses à comprendre dans ce texte, mais j'ai été un peu imperméable à l'écriture, malheureusement. Cependant, mon opinion n'est pas à prendre parce que la plupart des gens aiment Saint-Exupéry, et ce qui peut être intéressant ici, c'est que dans cette édition folio plus classique, vous avez un dossier à la fin qui vous explique le texte et l'œuvre en couverture. Une BD m'a été offerte, et c'est toujours un superbe cadeau. Merci. Cette BD, c'est Resister ou Résister de Jeanne Burgat-Goudal et Aurore Chapon. Alors, dans cette dystopie écoféministe, les deux autrices vont nous offrir des solutions à des problèmes que l'on voit aujourd'hui. C'est clairement une promotion de l'écoféminisme, l'écoféminisme, qui est un mouvement avec lequel je ne suis pas alignée, mais je dois reconnaître que cette BD, en plus des bombes de couleurs qu'elle nous offre et qui sont absolument délicieuses à la lecture, cette BD nous offre des solutions. Celle que j'ai retenue, c'est le temps du désespoir. On se plaint, on se plaint, on se plaint et on empathie avec les autres. Puis, on essaye de trouver des solutions, on réfléchit, et enfin, on les met en place, donc le temps de l'action. Ça, j'ai trouvé que c'était un plan qui était vraiment actionnable. En revanche, il y a beaucoup de wou-wou, wa-wa, beaucoup de culture ésotérique, New Age, dans cette BD. Ça lui donne son charme, et à la fois, moi, ça m'a un peu tendu sur certains sujets. Mais je dois reconnaître que la puissance de cette BD, c'est qu'elle vous pousse à vouloir agir. Et c'est extrêmement difficile à faire, et notamment dans un livre. Donc, je dois leur reconnaître ça. Et c'est juste très agréable à lire avec toutes ces couleurs, tous ces textes. C'est très bien expliqué, c'est très bien écrit. Une bonne lecture, mais pas alignée. Pas... Voilà. Rencontre avec Joseph Pontu et ses carnets d'usine titrés à la ligne. En plus d'une mise en page assez rare et intrigante, ce livre plus que surprise, c'est-à-dire que je ne m'attendais pas à une telle qualité. Le lyrisme et la réflexion sur le monde de l'usine et comment il impacte les hommes sont absolument merveilleuses. Merveilleux, je sais plus ce que j'ai dit. Vous adaptez l'adjectif. Ok. J'ai envie de dire génie, parce qu'ici, le style, le lyrisme, il nous plonge dans l'univers de l'usine et nous montre comment elle pénètre chaque grain de la vie des gens. Tout est mesuré par rapport au travail à l'usine. La vie devient fordiste, presque. L'odeur qui sature ses narines du poisson, l'espace qui est mesuré en moule à poisson, le temps qui devient le temps des 3-8, tout est lié à l'usine. Il utilise aussi une technique pour mettre en avant ses collègues, ces gens qui souvent sont invisibilisés, ici ont tous un prénom, et les chefs qui les dirigent sont appelés les chefs, et sont cette fois invisibilisés. Il remet le pouvoir là où il devrait, c'est-à-dire dans les mains des gens qui travaillent et qui nourrissent la France, avec les agriculteurs. Le monde de l'industrie agroalimentaire est extrêmement violent ici. Il nous parle des douleurs musculaires, de la difficulté à vivre et travailler la nuit, du froid, du chaud, des mouvements extrêmement difficiles et du contact permanent avec la mort, notamment lorsqu'il est dans l'abattoir. J'ai adoré à la fois le format et la façon d'écrire de Pontu et j'aimerais vous en lire un passage qui explique que malgré le fait qu'il sache pourquoi il est à l'usine, parce qu'il aime sa femme et qu'ils ont décidé de vivre en Bretagne et qu'il doit travailler parce qu'ils ont besoin d'argent, il aimerait que ce ne soit que temporaire et réalise pourtant, à contre-cœur, que ça n'est peut-être pas le cas. Le matin, entre mes deux nuits, je suis là sans y être, comme si j'étais en transition. La vraie vie sera à la débauche. Je veux croire que l'usine, j'y suis en transition, en attendant de trouver mieux, même si ça fait 1 an et demi quand même que je ne trouve pas. Je veux croire que je suis là sans y être. À lire.
absolument. L'une d'entre vous m'a recommandé de lire Ousmane Sembène, cet auteur sénégalais qui a écrit Au pays mon bon peuple, mais qui est beaucoup plus connu pour son œuvre Les petits bouts de bois de Dieu. J'ai aimé ce livre. J'ai trouvé l'écriture un peu simple, et comme je vous le disais précédemment, je suis très sensible au lyrisme, mais la parabole qui est développée dans ce livre est magnifique. Les idées survivent à tout. Oumar Faye, un jeune Sénégalais, revient au pays après des années d'absence. 8, il me semble. Il était en France pour se battre lors de la Seconde Guerre mondiale et défendre la France colonialiste à l'époque, et rentre au pays, au village, avec sa femme. Sa femme est blanche et sa femme est française. L'accueil qui leur est réservé est, comment dire, affreux, mauvais, irrespectueux, parce que pour eux, il a trahi son peuple, sa culture, sa religion et sa couleur de peau. Les remarques qui vont être faites à ce couple sont absolument affreuses, mais j'ai adoré la façon dont Ousmane Sembène, donc l'auteur, se saisit du sujet et critique à la fois les Français quand ils sont mauvais et les Sénégalais quand ils pensent à l'envers. On ne peut pas souhaiter l'inclusion et être nous-mêmes dans le rejet d'autrui. On ne peut pas vouloir que les choses s'améliorent si on n'agit pas là où il faut que les choses changent. Et cette parabole, c'est Oumar Faye. Et c'est lui qui va être le représentant de cet espoir, qui va mettre les mains dans la terre. Il a un attachement très matériel, très physique à son pays, à son village. Il a envie de le voir prospérer et fait tout ce qui est en son pouvoir pour que ce soit le cas. La force de l'amour qu'il porte à sa femme et qu'elle lui porte également va lui donner beaucoup d'énergie et un sens pour agir et réaliser son rêve de rendre son pays meilleur. Évidemment, c'est un livre africain, mes amis. Ça ne va pas se passer comme ça. Mais la conclusion est très, très, très belle. Pour rester dans la veine des auteurs africains, j'ai enfin lu, avec Camille de Mimsli, A Spell of Good Thing d'Ayobami Adebayo, cette autrice nigérienne qui avait ravi mon cœur avec Reste avec moi, que vous devez lire. Ici, je ne peux pas dire qu'elle ait ravi mon cœur. En revanche, je peux dire qu'elle l'a pris, qu'elle l'a déchiré, qu'elle a sauté dessus, qu'elle l'a poignardé, réduit en miettes, brûlé, envoyé dans l'espace. En tout cas, je l'ai perdu. Je ne sais pas où il est. Je suis complètement détruite par cette histoire. D'abord, c'est une critique du système politique nigérian, un cri d'appel à l'aide aux dirigeants. Le Nigeria est trop développé, a trop de richesses et a trop de cerveau pour accepter que les gens qui sont formés dans des métiers extrêmement importants, comme les médecins, quittent le pays parce qu'ils sont fatigués de ne pas pouvoir faire leur travail. Il n'est plus acceptable d'avoir des coupures de courant tellement fréquentes que c'en est devenu des mèmes sur Internet. Il n'est pas acceptable que les universités, les écoles primaires et secondaires ferment ou soient abandonnées par les professeurs et que l'on doive payer rubis sur ongle pour daigner avoir un curriculum qui est suivi de septembre à juin. Tout ça n'est plus acceptable parce que ces choses sont les piliers du développement d'un pays et qu'on ne peut pas s'en passer. Mais la force d'Ayobami Adebayo, c'est que ce cri d'appel à l'aide est suggéré pendant tout le livre au cours duquel nous allons suivre Eniola, ce jeune homme qui voit sa vie en grand, qui rêve d'études, qui rêve de progrès, pour lui, pour sa famille et pour l'avenir. Et Wuraoula, cette jeune femme dynamique qui vient d'une classe aisée et qui est en internat de médecine. Elle donne tout pour son métier, elle est fatiguée tout le temps, mais elle sait pourquoi elle le fait. Et ces deux personnages extrêmement attachants vont être reliés d'une façon absolument tragique. Ayobami Adebayo utilise ces deux personnages pour critiquer corruption, délinquance à cause de la pauvreté, coupure d'électricité, manque de moyens dans les hôpitaux et tous les services publics, qu'elle utilise cette fresque pour aussi développer des sujets sociaux tels que la dépression, qui est traitée d'une façon absolument incroyable et je pense très juste. Les violences conjugales, et là, c'était extrêmement, extrêmement difficile à lire. Et ça m'a beaucoup rappelé The Middle Daughter de Chika Inigwe, que j'avais lu il y a quelques mois, qui est
Un de ces livres que l'on lit en apnée. Je me souviens très bien de l'avoir lu en 24 heures parce que je ne pouvais pas aller me coucher en ne sachant pas comment ce livre se terminait. Ça a été la même chose avec A Spell of Good Things. Heureusement que j'ai fait cette lecture avec Camille de Mimsely. Merci d'avoir été mon soutien psychologique pendant cette histoire absolument affreuse où nous avions, je pense, toutes les deux besoin de nous exprimer sur l'horreur de ce que nous étions en train de lire. Malgré tout, c'est un livre que je vous recommande. C'est un livre que j'ai trouvé génial. Et un des brillos d'Ayobami Adebayo, c'est qu'elle est géniale à la première lecture, mais qu'elle est encore meilleure aux relectures. Journaux de voyage d'Albert Camus. Mon chouchou, je ne le présente plus. Albert Camus, pour moi, c'est la perfection au masculin. Je suis ultra reconnaissante à mon copain de m'avoir dit de lire La Chute, qui est pour moi un des meilleurs livres. Et du coup, depuis, j'ai décidé de lire tout de Camus, jusqu'à ses journaux. Je pense que c'est une lecture qui vous plaira si vous intéressez à l'homme ou à la façon dont l'œuvre a pris corps dans son quotidien, pas si vous voulez vraiment ses réflexions ou ses essais. J'y suis allée d'abord parce que j'avais envie de voir des scènes de New York et j'ai rencontré Albert Camus dans son intimité, dans sa personnalité. À New York, il y va pour aider à la mise en scène de Caligula, qui est sa pièce de théâtre que je ne connaissais pas, mais si tout New York a envie de la monter, c'est qu'a priori, elle est fantastique. Et ce voyage lui plaît, bien qu'il ait un profond désamour pour les Américains, il les trouve peu polis et très peu élégants, il pense qu'ils ne connaissent rien au reste du monde et qu'ils devraient s'inspirer un petit peu plus de l'Europe. Il est très critique à leur égard. Lorsqu'il va, quelques années plus tard, en Amérique du Sud, les réflexions sont beaucoup plus sinistres. Ici, il commence à nourrir une envie pour le suicide, qui va probablement nourrir sa réflexion pour écrire le mythe de Sisyphe, donc son essai sur l'absurdité de la vie, de la mort et du suicide. Ce que j'ai trouvé fantastique, c'est le fait de voir comment les idées naissent. Par exemple, il écrit « Vivre, c'est faire mal aux autres et à soi-même à travers les autres ». Ça, c'est du grand Camus, et il écrit ça dans son journal, et en fait, il prend cette phrase et il va nous en tirer des paragraphes et des paragraphes dans La Chute qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus travaillés, et beaucoup plus lyriques. Mais c'était tellement plaisant de voir justement comment l'œuvre naît, quelles sont les réflexions qu'il note, de quelle personne il s'inspire pour créer des personnages. C'était une rencontre très intime, je trouve, avec l'auteur, et j'ai adoré. Dans cette œuvre, il parle de Caligula, cette pièce de théâtre. Et j'adore le théâtre. Et j'adore Camus. Donc je me suis dit, lisons Caligula. Oh, quelle ne fut pas ma surprise! Je n'aurais pas dû être surprise, mais je l'ai été. Cette pièce est un chef-d'œuvre. Elle est d'une profondeur et d'une sensibilité extrême. Elle est très émouvante. On est à la fois attaché au personnage, à la fois on le déteste, on a envie de comprendre ce qui se passe tout en refusant de le justifier. Et pourtant, ça fait sens si jamais vous avez vécu des moments difficiles dans votre vie et que vous vous rendez compte que même les choses que vous pensiez ne pas pouvoir survivre passent. Tout passe. Et on peut le prendre de deux façons. C'est très positif parce qu'on est capable de survivre à tout, ou alors c'est extrêmement négatif parce qu'on est capable de survivre à tout et que potentiellement les relations que nous avons avec les autres ne sont pas si fortes que ce que l'on pensait. Et c'est le drame de Caligula. Et enfin, mon livre favori du mois de juillet a été écrit par Dino Buzzati en 1945 en Italie. Et il s'appelle Le désert des Tartares. Waouh, quelle rencontre, quel joyau de la littérature italienne et de la littérature en général. J'ai commencé ce livre parce que j'avais envie de lire sur rien. J'avais envie de lire, mais je n'avais pas envie d'une histoire engageante, je n'avais pas envie de personnages grandioses, je n'avais pas envie d'une histoire romanesque. J'avais juste
envie de lire et de reposer mon cerveau. Et dans un sens, c'est ce que va vous offrir ce livre. Le rythme est lent, mais les phrases sont lyriques. Il ne se passe rien, et c'est là tout le problème. Le temps échappe à notre personnage principal. Un jeune soldat s'en va pour un fort, pour sa première affectation, et il va rencontrer l'ennui. L'ennui qu'il cherche à fuir au début, et auquel il va s'acclimater ensuite. Et peu à peu, on le voit perdre son temps, sa vie, et s'éloigner d'une certaine réalité qu'il met à distance et sur laquelle il pose comme un voile translucide. Il peut la comprendre, mais il ne peut pas la vivre. Et l'inverse est aussi vrai pour les personnes à l'extérieur du fort. Ce texte vous mettra des claques quant à ce que vous décidez de faire avec votre vie. Il vous donnera envie d'agir et de prendre des décisions, mais en même temps, il peut vous faire peur, car il explicite que choisir, c'est renoncer. C'est un livre que j'ai trouvé d'un lyrisme incroyable, que j'ai déjà envie de relire et qui monte très haut dans mon panthéon des livres favoris. Pour vous donner un peu de contexte, au-delà de quelques phrases courtes mais percutantes, comme « son âme n'a pas réussi à vieillir », il s'aperçut que, si quelqu'un souffre, autrui ne souffre pas pour cela, même si son amour est grand, et c'est cela qui fait la solitude de la vie. À mettre en lien avec Caligula. Vraiment. Camus, Dino Buzzati. Donc au-delà de ces petites phrases absolument merveilleuses, il nous offre, dans mon édition, à partir de la page 55, et jusqu'à la fin du chapitre, une description du temps qui passe, que j'ai trouvé tellement poétique que j'aimerais pouvoir la prendre par cœur. Et elle commence ainsi. Et cette nuit-là, justement, commençait pour lui l'irréparable fuite du temps. Jusqu'alors, il avait avancé avec l'insouciance de la première jeunesse sur une route qui, quand on est enfant, semble infinie, où les années s'écoulent lentes et légères, si bien que nul ne s'aperçoit de leur fuite. On chemine placidement, regardant avec curiosité autour de soi. Il n'y a vraiment pas besoin de se hâter. Derrière vous, personne ne vous presse et personne ne vous attend. Vos camarades aussi avancent sans souci, s'arrêtent souvent pour jouer. Du seuil de leur maison, les grandes personnes vous font des signes amicaux et vous montrent l'horizon avec des sourires complices. De la sorte, le cœur commence à palpiter de désirs héroïques et tendres, on goûte l'espérance des choses merveilleuses qui vous attendent un peu plus loin. On ne les voit pas encore, non, mais il est sûr, absolument sûr, qu'un jour, on les atteindra. Est-ce encore long? Non, il suffit de traverser ce fleuve là-bas, au fond, de franchir ces vertes collines. Ne serait-on pas par hasard déjà arrivé? Ces arbres, ces prés, cette blanche maison, ne sont-ils pas peut-être ce que nous cherchions? Pendant quelques instants, on a l'impression que oui, et l'on voudrait s'y arrêter. Puis, l'on entend dire que plus loin, c'est encore mieux. Et l'on se remet en route, sans angoisse. De la sorte, on poursuit son chemin plein d'espoir, et les journées sont longues et tranquilles, le soleil resplendit haut dans le ciel, et semble disparaître à regret quand vient le soir. N'est-ce pas merveilleux? Eh bien, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me recommander vos lectures. Parlons en commentaire. Vous m'avez beaucoup manqué sous la vidéo du book haul. Vraiment, je préfère quand on discute. Donc, écrivez un commentaire ou sur Instagram. Je vous retrouve bien vite. J'espère que l'été se passe bien. Je vous fais des bisous et je vous dis bye bye.